Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview. Nous aurons le plaisir de recevoir Edwige Grenier, directrice du mécénat culturel au sein de la Fondation Bettencourt-Schweller. Nous évoquerons avec elle la structuration de la filière des métiers d'art, ce qui nous amènera notamment à évoquer la stratégie nationale des métiers d'art. Ce sera donc la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et nous enchaînerons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au choix de placement en ce qui concerne la trésorerie d'entreprise, un sujet que nous aborderons avec Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors cette semaine, c'est l'Assemblée nationale qui a voté à l'unanimité une loi pour faciliter les restitutions des œuvres d'art spoliées par les nazis, encore présentes dans les collections publiques, donc les musées. Cela concerne les œuvres spoliées entre 1933, 30 janvier 1933, accession au pouvoir d'Hitler, et le 8 mai 1945, la libération. Aujourd'hui, n'importe quelle œuvre présente dans un musée est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être cédée. Jusqu'à présent, une loi devait être votée pour chaque tableau pour que celui-ci soit rendu aux ayants droit. La loi cadre tout juste votée va donc particulièrement alléger cette démarche de restitution. Le texte propose d'entériner une dérogation à ce principe d'inaliénabilité pour les œuvres concernées. L'État doit toutefois consulter une commission spéciale à chaque fois. Rien ne saurait réparer la tragédie de la Shoah, s'est exprimé Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, mais nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces biens culturels puissent être rendus. A-t-on, Sybille, une idée de l'ordre de grandeur des œuvres présumées spoliées présentes dans les collections publiques ? Après la Seconde Guerre mondiale, parmi les œuvres spoliées, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été rendues à la France et la majorité à leurs propriétaires. On parle de 60 000 œuvres rendues à la France, selon les chiffres du gouvernement, 45 000 restituées dès lors à leurs propriétaires. Donc il en reste 15 000. Sur ces 15 000, il y en avait 13 000 qui avaient très peu de valeur et qui ont été vendues par l'État au début des années 50. Il en reste 2200. Elles ont été confiées à la garde des musées nationaux, notamment pour leur intérêt artistique. Sur ces 2200, ce sont 184 œuvres qui ont été aujourd'hui restituées. Mais attention, sur ces 2200, toutes ne sont pas forcément des œuvres d'art spoliées. Certains peuvent avoir été vendus sans contrainte et c'est pour ça qu'il faut encore des recherches, que les recherches continuent dans ce sens. Et on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Le Conseil des maisons de vente a élu ses représentants, Sybille. Oui, alors pour la première fois, les commissaires-priseurs français ont procédé à l'élection de leurs représentants au sein du nouveau Conseil des maisons de vente. Un taux de participation de 67%. Le Conseil des maisons de vente et l'autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques. Et ce conseil a été réformé en février 2022. Un mot peut-être sur les objectifs de la réforme en question ? Alors oui, c'était d'abord réviser la composition de ce conseil pour qu'il y ait une présence accrue de professionnels, voilà, en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de la régulation, élargir le périmètre des missions pour un meilleur échange avec le gouvernement et les professionnels, et créer surtout un organe disciplinaire indépendant en son sein, renforçant son pouvoir de sanction. Et donc là, ce sont 6 binômes qui ont été élus des différentes circonscriptions. Ce qui est intéressant, c'est que dans le palmarès, il n'y a aucune des grandes maisons de vente aux enchères qui sont représentées. David Nordman, qui est chez Ader, qui est en binôme avec Violette Shebatchev, qui est de l'étude Jikelo, sont les deux représentants du top 10 des opérateurs en France. Et donc Christie's, Sotheby's et Arcurial ne sont pas représentés.
Et on continue avec des actualités en lien avec les maisons de vente aux enchères. Toujours, Sybille, Sotheby's adopte une nouvelle manière de procéder à des ventes aux enchères. Oui, c'est ce qu'on appelle la vente à la hollandaise. Dans les ventes traditionnelles, les enchérisseurs concourent pour une œuvre d'art et donc ils surenchérissent jusqu'à ce que l'offre la plus haute remporte l'enchère. Et donc pour les enchères hollandaises, c'est l'inverse. Le prix de plafond est fixé au départ et donc c'est une réduction par palier successif en attendant qu'un acheteur se manifeste et remporte le lot. Donc ça, c'est pour la première fois depuis 3 siècles d'existence que Sotheby's adopte cette enchère à la hollandaise pour une vente d'œuvres digitales de l'artiste Vera Molnar. La vente est intitulée Thèmes et variations. Elle sera entièrement inscrite sur la blockchain via la plateforme de Sotheby's et elle aura lieu le 26 juillet prochain. Ce sera une série de 500 œuvres uniques datant des premiers pas de l'artiste dans l'art algorithmique qui seront proposées et le prix plafond pour thèmes et variations est de 20 Ethereum. Voilà donc pour les actualités du monde de l'art cette semaine, des actualités proposées par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et Sybille, nous avons le plaisir à présent de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Edwige Grenier. Bonjour Edwige Grenier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du mécénat culturel au sein de la Fondation Bettencourt-Schweller. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment la filière des métiers d'art se structure en France et nous reviendrons évidemment sur les annonces du gouvernement sur cette stratégie nationale des métiers d'art. Juste avant, un petit point de contexte globalement. Le poids économique des métiers d'art, cela représente quoi aujourd'hui ? Le poids économique des métiers d'art représente 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 8 à l'export. Et donc aujourd'hui, là, on entend depuis quelques années déjà, mais là, on voit que les politiques aussi parlent de plus en plus des métiers d'art. Pourquoi comment expliquer ce renouveau d'intérêt envers la filière ? Alors, le secteur des métiers d'art, effectivement, nous le connaissons bien puisque ça fait presque 25 ans qu'on s'y intéresse. Je pense qu'il ressuscite un intérêt récemment. D'abord, ça s'est amplifié suite à la crise du Covid, aussi parce que ce secteur répond à beaucoup d'enjeux des problématiques de la société aujourd'hui. Une envie de consommer mieux, une envie de consommer local, des chaînes de circuits courts, des métiers qui ont du sens, des métiers de transmission, une valeur à l'international. Voilà, beaucoup de valeurs importantes pour la société actuelle. Et la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a annoncé une stratégie nationale en faveur du secteur de l'artisanat d'art. Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce qu'il fallait un plan pour structurer cette filière ? Alors oui, c'était utile parce que c'est un secteur extrêmement dispersé avec des acteurs extrêmement différents puisqu'il y a 281 métiers différents, donc des fédérations, des syndicats, des écoles. Donc il est important de pouvoir mobiliser tous les acteurs et je pense que ça va être une des choses que le plan va pouvoir permettre de mettre en œuvre. D'ailleurs, l'objectif de la ministre de la Culture est d'aboutir au bout des 3 ans de son plan à un contrat de filière, comme il peut exister ça dans le domaine de la mode. Donc c'était nécessaire et c'est bien qu'un ministère s'adresse au secteur de façon aussi ambitieuse désormais. Un contrat de filière, c'est-à-dire ? Un contrat de filière, c'est justement un contrat qui va permettre à tous les acteurs de se mobiliser, de co-signer ensemble des actions pour atteindre des objectifs ensemble. Ça veut dire que là, on constate réellement que la filière des métiers d'art commence à se structurer, ce qui n'était pas le cas avant, et on aimerait, c'est peut-être encore un espoir aujourd'hui, mais qu'elle parle d'une même voix, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'ambition. Une meilleure cohésion entre tous les acteurs. Voilà. Et vous avez travaillé avec la ministre justement vous avez concerté avec elle. Alors, oui. Oui, je vous en prie. Non, nous, notre fondation, oui, est engagée depuis longtemps, donc étant un acteur fort du secteur, et on a échangé avec d'autres acteurs, puisqu'elle a sollicité beaucoup de personnes pour pouvoir construire son plan, et d'ailleurs, elle va continuer comme ça. Et pour vous, quel est l'axe fondamental, l'axe majeur de ce plan qui serait nécessaire ? Alors, elle a défini un plan qui va reposer sur 5 axes, la transmission, la formation, la recherche et l'innovation, la notion de territoire et le rayonnement international. Nous-mêmes, nous sommes positionnés sur un peu tous ces domaines d'intervention, mais c'est vrai que la Fondation soutient beaucoup aussi le rayonnement des métiers d'art à l'étranger, parce que c'est une valeur importante et comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
8 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'étranger, c'est quand même effectivement quelque chose d'important à accompagner. Et la demande Et est à croissante. structurer. Oui, la demande est croissante. Et c'est comment ça se manifeste en fait par peut-être quel secteur, quels artisans sont représentés particulièrement à l'international? Alors, vous pouvez voir que l'État en fait dispose de résidences à l'international, au Japon, en Italie et aux États-Unis. Et par exemple, aux États-Unis, grâce à la Villa Albertine, l'idée c'est d'accompagner les créateurs et donc les artisans d'art à rencontrer le marché. Et là, on le voit particulièrement avec les métiers d'art, en particulier les métiers liés à la décoration et à l'architecture. Les Américains sont extrêmement friands des savoir-faire français, artisans de papier peint, fabricants de meubles. Et là, nous avons d'anciens lauréats qui sont partis en résidence à la Villa Albertine, qui, après un séjour de 2 mois, reviennent en France et vont soit installer une antenne aux États-Unis, soit prendre un agent pour développer leur marché aux États-Unis. Ça passe par les résidences. Enfin, vous parlez de la Villa Albertine, mais il y a la Villa Médicis également Oui. à Rome, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Et ça passe aussi comme une forme d'ambassade culturelle ou des métiers d'art dans les pays en question. Exactement. Depuis 10 ans, dans les villas dont la France dispose, les métiers d'art peuvent donc aller en résidence. Et l'avantage ou l'intérêt de ces résidences, c'est justement aux États-Unis une rencontre de marché. À la Villa Médicis à Rome, c'est vraiment une vitrine d'excellence des savoir-faire français. Bien sûr, ouais. Ou au Japon, à la Villa Kujuyama, là, on assiste à un dialogue entre les cultures et l'interdisciplinarité entre les pratiques artistiques. Et vous pensez que c'est via l'internationalisation des métiers d'art que ça va vraiment développer encore plus le secteur? C'est par l'international que ça va passer? C'est un des axes forts, oui, et on voit bien, ça, c'est pas uniquement pour le domaine des métiers d'art, dans le domaine de l'art contemporain aussi, on voit bien que les artistes, une fois qu'ils sont reconnus à l'international, sont plus regardés En France. Comment est-ce qu'on accède du coup à ces villas? C'est qu'on est un artisan et on dépose son dossier et il y a un jury. C'est ça. Qui, Pour toutes les villas, il y a des process de sélection avec des jurys pour accéder aux résidences. Et en tant que... Ça, c'est ce qui va permettre aussi de découvrir aussi des nouveaux métiers, parce qu'être artisan, c'est quand même un métier qui est assez solitaire. Parfois, on voit qu'il y a vraiment des niches. C'est via ces villas que ça va permettre de montrer que en France, il y a un artisan qui est capable de faire ce genre de spécificité. Oui, c'est pour ça que nous, on a été heureux de pouvoir contribuer à faire que ces villas ouvrent leur résidence au métier d'art, ce qui n'était pas le cas avant, parce que finalement, c'est une pratique artistique qui mérite de rayonner autant que les autres et qui a beaucoup de valeur. Au Japon, par exemple, l'artisan japonais a beaucoup à apprendre de l'artisan français et inversement. Est-ce que c'est récent que les résidences soient ouvertes aux métiers d'art en plus des artistes qu'on connaît de manière un peu plus classique? Oui. Pour la Villa Kujuyama au Japon, c'était il y a 10 ans. D'accord. Albertine, donc c'est créé il y a 2 ans. Donc, bien sûr, là, il y a 2 ans. Dès l'ouverture, oui. Et la Villa Médicis, on a établi un partenariat avec la Villa Médicis l'année dernière. Donc ça veut dire que la prise en considération du côté artistique des métiers d'art est assez récente finalement, que ce soit en France ou à l'international, c'est ce qu'il faut comprendre? Ou c'est la volonté de l'exporter qui est plus récente? Les deux. Les deux, oui, c'est ça. Et ensuite, donc on va développer ce secteur, est-ce qu'il va y avoir de la place aussi dans les métiers pour accueillir tous ces artisans qui vont être formés? Oui, il va y avoir beaucoup de place parce que justement, c'est tout l'enjeu du secteur des métiers d'art aujourd'hui. Vous devez l'avoir vu avec les maisons de luxe qui créent de plus en plus leurs écoles. Il y a un véritable souci de perte de savoir-faire et d'enjeux de transmission et de formation. Parce que là, on arrive à des générations qui vont partir à la retraite et la succession n'est pas encore au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment très important de faire connaître aujourd'hui les métiers d'art. La succession n'est pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas suffisamment de vocation aujourd'hui dans les métiers d'art, c'est ça? Oui. Ça n'intéresse pas suffisamment ou c'est parce qu'on ne les connaît pas ou parce Ça n'intéresse pas, ce n'est pas connu, ce n'est pas assez valorisé.
Nous-mêmes, on a bien créé un prix qui s'appelle l'intelligence de la main, parce qu'on est dans un pays qui prône plus l'intellect que le travail de la main. Le savoir-faire, oui. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire de ce côté-là. Et Et donc pour les jeunes aujourd'hui, il faut y aller, il y a plein de travail. Et ceux qui portent financièrement le secteur, c'est vraiment les maisons de luxe? C'est à grande majorité ou il y a quand même d'autres acteurs? Non, il y a d'autres acteurs, parce que les maisons de luxe, c'est vraiment lié au métier d'art de la mode. Et vous avez D'accord. tous les métiers de la déco, vous avez tous les métiers liés au patrimoine. Là, par exemple, sur le chantier de Notre-Dame de Paris, il y a beaucoup de jeunes artisans qui travaillent. Donc, il y a beaucoup de domaines. Il y a l'architecture. Donc, la mode est très importante. Le luxe est très important pour la mode. Est-ce qu'il y a une grande place aussi pour les collectionneurs ou d'autres mécènes autres que votre fondation? Oui, bien sûr. Ils sont très actifs. Il faudrait qu'il y en ait plus. Plus de jeunes, plus de vocations et plus de mécènes, c'est ce qu'il Voilà. faut comprendre. Merci beaucoup Edwige Grenier de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice du mécénat culturel au sein de la Fondation Bettencourt-Schweller. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place pour placer une partie de sa trésorerie d'entreprise. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Alikis Conseil. Alors c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent de l'épargne des Français. Là, on va s'intéresser plus spécifiquement à la trésorerie des entreprises, donc aux personnes morales qui, elles aussi, peuvent avoir envie, besoin de rémunérer une partie de leur trésorerie. Ça fait partie des demandes qui arrivent régulièrement. Mais totalement, à l'instar des investisseurs privés, une personne morale, je veux dire quelle qu'elle soit, une entreprise industrielle, une entreprise de services, une société holding, une association, une fondation, les instituts bien évidemment, ont ou peuvent avoir des liquidités, de la trésorerie, des excédents de trésorerie à rémunérer selon différentes maturités. D'accord. Et oui, parce qu'on parle des excédents, on ne parle pas de la trésorie dont on n'a pas besoin à court terme. En tout cas, immédiatement. Qui vont dépendre effectivement de différentes stratégies qui seront dépendantes du contexte de l'entité, de la situation économique et de l'environnement de marché qui va influer sur les solutions possibles, en tout cas en termes de placement de trésorerie. Et d'ailleurs, si on parle des entreprises en tant que telles, c'est totalement vrai pour les toutes petites entreprises, que pour les grands groupes cotés, comme pour les PME et les ETI, sauf que généralement, dans un grand groupe coté, on va avoir une équipe de trésoriers, bien sûr, bien évidemment, dont c'est le métier, c'est le métier, avertis sur le sujet, alors que pour les entreprises plus petites, les PME, il sera nécessaire d'être accompagné et guidé pour placer cette trésorerie. Il y a une périodicité dans le placement de la trésorerie. On le constate que peut-être plus en début d'année, plus à mi-année, plus en fin d'année. C'est des questions qui reviennent au sein des entreprises? Alors ça peut être notamment le cas en fonction des secteurs d'activité. Ce qui va être important pour une entreprise, c'est déjà d'établir son cahier des charges, de segmenter ses différentes poches d'investissement qui vont notamment correspondre à certaines maturités. En phase de maturité, on va choisir différentes solutions possibles. Là, on va rentrer dans la stratégie dans un instant. Juste avant, donc, il y a ce sujet périodicité. On est à mi-année 2023. Qu'est-ce que vous constatez actuellement en matière de sujets d'anticipation de trésorerie dans les entreprises que vous accompagnez ou avec lesquelles vous discutez? Aujourd'hui, déjà, ce qui est intéressant de s'intéresser, c'est la situation de trésorerie des entreprises dans le contexte que l'on connaît. Si on regarde tout simplement les enquêtes d'opinion, les décideurs, qu'ils soient dirigeants, directeurs financiers, trésoriers, ont une vision favorable à date de l'état de leur trésorerie. S'agissant des anticipations, elles sont là aussi positives. Elles rejoignent la trajectoire long terme, effectivement, de leur vision de trésorerie. Il y a peut-être deux inquiétudes que les enquêtes d'opinion relèvent. La première, mais qui a tendance à se dissiper, c'est le prix des matières premières. Les inquiétudes étaient plus importantes il y a quelques mois. Ouais. En revanche, ce qu'on a constaté sur le dernier trimestre, c'est un allongement des délais de paiement.
qui peut donc impacter la trésorerie. Et donc, je pense que c'est un indicateur à regarder et qui peut être un signe de ce qui pourra se passer dans l'environnement économique dans les mois qui viennent. Justement, il y a un environnement économique et un environnement financier, une BCE, pour ne parler que de l'Europe, qui monte ses taux directeurs, ce qui a un impact direct sur les marchés obligataires. Quand on parle de gestion de l'épargne, donc des particuliers, on entend souvent des gérants nous dire que l'obligataire peut devenir concurrent dans une certaine mesure des marchés actions. Est-ce que ça change aussi la donne en matière de stratégie de gestion de trésorerie d'entreprise ? L'environnement a été bouleversé en quelques mois. Depuis le début de la guerre entre la République fédérale de Russie et l'Ukraine, ça a engendré effectivement un retour de l'inflation qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Et l'arme pour lutter contre l'inflation, c'est la hausse des banques centrales, c'est la hausse des taux, et c'est d'ailleurs de toute façon inscrite dans leur mandat, c'est d'ailleurs le mandat de la Banque centrale européenne. Quand on regarde sur les 12 derniers mois, le principal taux directeur de la Banque centrale européenne, le taux REFI, s'est apprécié de 400 points de base. Ouais. Les autres taux, les taux longs, se sont également tendus. Quand on regarde le taux des OAT 10 ans, il est passé de quasiment plus ou moins 0% à presque 3% en un an. Et ça, plusieurs conséquences. Bien évidemment, quand les taux remontent, le coût du financement s'apprécie. Ça coûte plus cher de se financer. Pour les détenteurs de produits de taux et de portefeuilles obligataires, la remontée des taux a eu un impact négatif sur la valeur de leurs actifs. Bien sûr, montée des taux. Si les nouvelles obligations ont des taux plus attractifs, les anciennes obligations voient leur valorisation baisser mécaniquement. Exactement. Mais cette hausse des taux a créé de nouvelles opportunités pour placer de la trésorerie. On a retrouvé un champ des possibles bien plus important qu'il y a encore quelques années, qu'il y a encore quelques mois, j'ai envie de dire, puisque, je rappelle, il y a quelques mois, certaines banques, certains émetteurs commençaient à taxer les dépôts. Oui, bien sûr. Dans une logique de rémunération plutôt importante des dépôts. Mais alors justement, vous nous l'avez dit, alors ce ne sera pas le sujet de cette interview, mais il y a quand même un sujet quand on est une entreprise de coût du financement plus élevé. Donc ça, c'est un sujet. Puis c'est son impact aussi sur la trésorerie qu'on peut vouloir potentiellement garder pour des investissements ou autres. Quand on veut construire une stratégie d'investissement ou de placement d'une partie de sa trésorerie, vous nous avez mentionné le cahier des charges. Quelles sont les questions qu'on doit se poser concrètement ? La première chose pour la trésorerie, c'est la liquidité, effectivement, dont on a besoin. C'est important de faire un état de sa trésorerie et de différencier les différentes poches d'investissement et donc les différentes maturités pour lesquelles on va affecter différentes solutions d'investissement. Donc, je veux dire, c'est la première des choses. La deuxième chose, et pour les entreprises opérationnelles, c'est quel niveau de protection pour la très grande partie de la trésorerie. On va mettre en place une garantie en capital total de la trésorerie. Ça semble évident, mais il peut y avoir de la trésorerie qui n'est pas garantie en capital ? Quand on est sur un fonds monétaire, par exemple, prenons le cas des fonds monétaires. Ça, c'est intéressant parce que les fonds monétaires, c'est quand même relativement peu risqué, mais néanmoins, sur ces dernières années, ils ont eu des performances négatives. Oui, en revanche, il y a eu un point d'inflexion et les fonds monétaires qui sont composés de billets de trésorerie et d'obligations à 6-12 mois retrouvent un peu de lumière et ont des performances tout à fait satisfaisantes. Et ce n'est pas parce qu'on gère de la trésorerie à court terme qu'on ne peut pas diversifier les solutions. On peut parfaitement diversifier sa trésorerie court terme avec des titres de créances négociables, avec des comptes à terme qui aujourd'hui rémunèrent entre 3,5% et 4% à un an, et également des fonds monétaires, alors qu'il y a encore, en tout cas à très court terme, il y a encore quelques mois, ça n'avait pas de sens d'aller sur ces fonds-là, puisqu'on savait qu'on allait potentiellement perdre de l'argent. Donc premier sujet, le maître mot de la trésorerie même d'entreprise, la liquidité. Ensuite, la garantie en capital ou l'adaptation effectivement à une stratégie. Quelles autres questions faut-il se poser ? La diversification peut-être La diversification, et je parlais de différentes poches en fonction des différentes maturités. On a parlé là de la trésorerie très court terme. Quand on a un petit peu plus d'horizon, quand on est à 2-5 ans par exemple, aujourd'hui, la classe d'actifs obligataires a retrouvé effectivement de son attractivité. Pourquoi ? La reconstitution des rendements obligataires donne davantage de confort aux investisseurs qui peuvent investir auprès d'émetteurs qui ont les plus belles signatures, les investment grade, avec des rendements plutôt confortables. C'était inimaginable si on se place 12 à 18 mois en arrière. Dans la même logique, pour optimiser la poche obligataire, il
peut-être opportun de regarder ce qu'on va appeler les fonds datés, les fonds buy and hold, avec des maturités qui aujourd'hui sont plutôt de 2 à 5 ans, donc si on se projette 2025 à 2028. Donc les fonds datés, je le rappelle, ce sont des fonds qui sélectionnent et conservent plusieurs dizaines de signatures d'entreprises de tailles variées. On parle d'obligataires. Et on parle d'obligataires, bien sûr, de tailles variées, de secteurs variés, et qui permettent aujourd'hui, avec un risque particulièrement maîtrisé, d'avoir des rendements à maturité plutôt significatifs. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est que la différence de ces fonds datés par rapport à des fonds obligataires classiques, c'est qu'un fonds obligataire classique peut procéder à des achats-reventes d'obligations, alors que l'idée du fonds daté, c'est qu'il n'en fasse pas ou peu, mais qu'il conserve les obligations jusqu'à leur terme en offrant un rendement. Exactement, c'est cette stratégie buy and hold, j'achète et je conserve jusqu'à remboursement du capital à terme. Donc en fait, la stratégie va essentiellement dépendre de l'horizon de temps qu'on s'accorde sur les différentes poches de trésorerie qu'on aura décidé de compartimenter finalement. Exactement, on va compartimenter les différentes poches de trésorerie et quand on va compartimenter, on va s'attendre à un rendement qui va être plus ou moins important aujourd'hui. Et avec cette hausse des taux depuis 12 mois, on va pouvoir beaucoup plus facilement construire des solutions sur mesure pour répondre au cahier des charges des différentes poches. Un mot sur les produits structurés, mais juste avant, on a parlé de court terme, de moyen terme. L'horizon maximum en matière de placement de trésorerie d'entreprise, c'est quoi? C'est 5 ans? Alors, oui, ça peut être plus long pour les entreprises qui ne sont pas opérationnelles. Une entreprise, on va dire une personne morale, ça peut être une société holding qui va gérer des liquidités à différentes maturités, notamment du long terme. Généralement, ces entités vont pouvoir investir sur des solutions non cotées, comme on connaît tous. On parle beaucoup aujourd'hui de private equity qui se démocratise pour... Là, c'est l'illiquidité même. Exactement. On est vraiment sur là de la stratégie long terme qui n'a bien évidemment pas de sens pour les entreprises à très court terme, mais qui peut être une réponse à certaines personnes morales qui gèrent des actifs à long terme. Sur le temps qui nous reste, alors on parle beaucoup de produits structurés, pareil pour l'épargne des particuliers. Est-ce que ça peut aussi offrir certaines solutions en matière de trésorerie d'entreprise? Totalement. Les produits structurés, on le voit en poupe depuis plusieurs années, mais depuis quelques mois, avec la hausse des taux, les possibilités qui nous sont offertes par les produits structurés sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Je rappelle, un produit structuré, voilà, c'est une combinaison d'actifs financiers, d'instruments financiers, avec notamment des obligations et des options. Aujourd'hui, on va pouvoir construire des solutions sur mesure qui vont pouvoir répondre au cahier des charges des investisseurs, en tout cas des décideurs. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir aujourd'hui beaucoup plus facilement construire des solutions à capital garanti, et on l'a dit pour les entreprises, c'est au-delà de la liquidité, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va, avec les produits structurés, pouvoir choisir une maturité qui va pouvoir aller de 1 an à 10 ans, avec une maturité fixe ou une maturité variable avec les mécanismes de rappel anticipé. On va pouvoir choisir le support, ce qu'on va appeler le sous-jacent, de l'Euribor, panier obligataire, un titre vif, des indices. On va déterminer ou pas la nécessité, en tout cas les modalités conditionnelles ou garanties de versement des coupons, autrement dit de versement du taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place. Et puis, bien évidemment, certaines entreprises, notamment quand elles font de l'export, doivent gérer différentes devises. Alors, elles peuvent se couvrir, bien évidemment, contre les mouvements de devises, mais elles peuvent aussi gérer une partie de leur trésorerie avec différentes devises. Et les produits structurés, on peut aussi en faire dans différentes devises. Bon, on rappelle que les produits structurés, c'est une classe d'actifs à part entière. Hein. Il y a toutes les stratégies représentées dans les produits structurés. Donc, c'est à prendre ensuite au cas par cas, finalement, ou au sur-mesure. Merci en tout cas, Guillaume Serrault, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous donner quelques questionnements, quelques questionnements à avoir lorsque l'on veut placer sa stratégie d'entreprise. J'appelle que vous êtes président de Alikis Conseil. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci.